Imaginez une ville où la nuit devient synonyme de terreur, où chaque ombre cache potentiellement un tueur, et où le simple fait de sortir après le coucher du soleil pourrait vous coûter la vie. Bienvenue à Texarkana au printemps 1946. Je suis SH, et aujourd'hui nous plongeons dans l'une des affaires criminelles les plus mystérieuses de l'histoire américaine, celle du Phantom Killer de Texarkana. Texarkana est une ville à cheval entre le Texas et l'Arkansas. Elle était connue comme une cité plutôt turbulente dans les années 40, surnommée Little Chicago en raison de son taux de criminalité élevé. Mais rien n'aurait pu préparer ses habitants à la vague de terreur qui allait bientôt déferler sur eux. Avant que le fantôme ne frappe, Texarkana était une ville où les portes restaient déverrouillées et les fenêtres grandes ouvertes. Les couples s'aventuraient sans crainte sur les routes isolées pour profiter de moments d'intimité. Cette insouciance allait bientôt voler en éclats. Tout commence le 22 février 1946. Jimmy Hollis, 25 ans, et Mary-Jane Larey, 19 ans, reviennent d'une séance de cinéma. Comme beaucoup de jeunes couples, ils s'arrêtent sur une route isolée pour un moment d'intimité. C'est alors que l'impensable se produit. Un homme portant un sac blanc sur la tête, avec des trous pour les yeux et la bouche, surgit de l'obscurité. Armé d'un pistolet et d'une lampe torche, il ordonne au couple de sortir de la voiture. « Je ne veux pas vous tuer, alors faites ce que je dis », déclare-t-il d'une voix glaçante. L'agresseur frappe violemment Jimmy à la tête, lui fracturant le crâne. Mary-Jane, terrifiée, tente de s'enfuir. Elle est rattrapée et agressée sexuellement. Par miracle, les phares d'une voiture qui approche font fuir l'assaillant. Jimmy et Mary-Jane survivent, mais leur vie ne sera plus jamais la même. Cette première attaque, aussi brutale soit-elle, ne provoque pas immédiatement la panique à Texarkana. La ville, habituée à une certaine violence, la considère comme un incident isolé, mais ce n'est que le début du cauchemar. Un mois plus tard, le 24 mars, l'horreur frappe à nouveau. Cette fois, les victimes ne survivront pas. Richard Griffin, 29 ans, et sa petite amie Polly Ann Moore, 17 ans, sont retrouvés morts dans leur voiture sur une route isolée. La scène est macabre. Richard est agenouillé entre les sièges avant, la tête dans ses mains croisées. Polly Ann est allongée face contre terre sur la banquette arrière. Tous deux ont été abattus d'une balle dans la tête avec un pistolet de calibre 32. Les enquêteurs découvrent des taches de sang à l'extérieur de la voiture, suggérant que le couple a été tué avant d'être replacé dans le véhicule. Cette mise en scène macabre devient la signature du tueur. La ville commence à s'inquiéter, mais le pire est encore à venir. Le 14 avril, moins de 3 semaines après le double meurtre de Griffin et Moore, le tueur frappe à nouveau. Cette fois, ses victimes sont encore plus jeunes. Betty Jo Booker, 15 ans, et Paul Martin, 16 ans. Betty Jo, saxophoniste dans un groupe local, venait de jouer lors d'une soirée. Paul était venu la chercher. Leurs corps sont retrouvés à des endroits différents, tous deux abattus avec la même arme que lors du précédent double meurtre. Paul a reçu 4 balles. Betty Jo, en plus d'avoir été abattue, a été également sexuellement agressée. Son saxophone qu'elle tenait si fièrement quelques heures plus tôt a mystérieusement disparu. C'est cette attaque qui déclenche véritablement la panique à Texarkana. Le tueur ne se contente plus de frapper au hasard. Il cible désormais des adolescents connus et appréciés de la communauté. Personne ne se sent plus en sécurité. La terreur s'empare de Texarkana. Les rues autrefois animées deviennent désertes dès la tombée de la nuit. Les ventes d'armes et de serrures explosent. Certaines familles vont jusqu'à déménager temporairement à l'hôtel du centre-ville pour se sentir en sécurité. La police est débordée par les appels signalant des rôdeurs. Chaque bruit suspect, chaque ombre aperçue devient potentiellement le signe d'une nouvelle attaque imminente. C'est à ce moment que le Texarkana Gazette baptise le tueur le fantôme. Ce surnom qui capture parfaitement l'aspect insaisissable et terrifiant du meurtrier va marquer l'histoire criminelle américaine. Le 3 mai, le fantôme frappe une dernière fois, mais cette fois-ci il change de mode opératoire, semant le doute sur son identité. Virgil Starks, un fermier de 37 ans, est chez lui avec sa femme Cathy, 36 ans. Alors qu'ils écoutent tranquillement la radio, 2 balles traversent la fenêtre et le tuent sur le coup. Cathy, entendant le bruit, se précipite dans le salon. Elle aussi est touchée par 2 balles qui lui traversent le visage. Miraculeusement, Cathy survit. Malgré ses blessures,
Elle parvient à s'échapper et à courir jusqu'à la maison d'un voisin pour chercher de l'aide. Son courage et sa détermination à survivre sont stupéfiants. Cette attaque, bien que tout aussi brutale que les précédentes, soulève des questions. Le tueur a utilisé une arme différente, un calibre 22 au lieu du 32 habituel. De plus, il a attaqué un couple marié à leur domicile et non des jeunes sur une route isolée. Certains se demandent s'il s'agit vraiment du même tueur ou d'un imitateur. Face à cette vague de violence, les autorités déploient des moyens considérables. Le FBI et les Texas Rangers sont appelés en renfort. Les enquêteurs interrogent des centaines de suspects potentiels et suivent d'innombrables fausses pistes. Ils tentent même des opérations d'infiltration, se déguisent en jeunes couples dans l'espoir d'attirer le tueur. Mais le fantôme reste insaisissable. L'enquête est entravée par plusieurs facteurs. Le manque de preuves sur les scènes de crime, la pluie qui a effacé de potentiels indices, et la panique générale qui génère une multitude de faux témoignages. Deux suspects principaux émergent de cette enquête. Le premier est H.B. Doody Tennyson, un étudiant qui saute la vie en laissant une note de confession. Il prétend avoir commis les meurtres de Betty Jo Booker, Paul Martin et Virgil Starks. Cependant, des incohérences dans sa confession et son alibi pour certains des meurtres le disculpent rapidement. Le second suspect est le plus sérieux. Il s'agit de Hywel Lee Sweeney, un criminel récidiviste. Sa femme Peggy fait des déclarations détaillées à la police, affirmant que son mari est le fantôme killer. Elle fournit même des informations que seul le meurtrier pourrait connaître. Mais ses témoignages sont contradictoires et elle finit par se rétracter. Sweeney lui-même n'avoue jamais les meurtres. Il est finalement condamné à la prison à vie pour vol de voiture, mais jamais pour les meurtres du fantôme. L'histoire du fantôme killer de Texarkana reste non résolue à ce jour. Elle a profondément marqué l'histoire de cette ville, au point d'inspirer le film The Town That Dreaded Sundown en 1976. Ces événements nous rappellent comment la peur peut transformer une communauté entière et comment un tueur en série peut devenir une véritable légende urbaine. Le fantôme killer a peut-être disparu, mais son ombre plane toujours sur Texarkana, nous rappelant que parfois, les mystères les plus terrifiants sont ceux qui restent sans réponse. Si cette plongée dans l'une des affaires criminelles les plus mystérieuses de l'histoire américaine vous a captivé, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour d'autres enquêtes fascinantes. Et n'oubliez pas, la prochaine fois que vous entendez un bruit étrange dans la nuit, ce n'est probablement rien. Mais en êtes-vous vraiment sûr ?